Par exemple, il y a beaucoup de familles qui quittent la Guinée, qui viennent, par exemple, qui s'installent au Sénégal, ou qui s'installent en France, ou qui s'installent en Belgique ou aux États-Unis. Et on est partagé entre des situations. Il y a une grosse partie de la famille qu'on a laissée en Guinée. Puis là, on arrive en France, on se trouve entre nous, on épouse une personne qui est en France ici. Donc, on commence à fonder notre famille ici. Donc, on a des enfants ici. Donc, on commence à, entre guillemets, un peu en s'intégrer ici en France. Et on a l'autre partie, nos parents, nos cousins, nos familles qui sont là-bas. Donc, il y a une grosse dépense aussi qu'on prend là-bas. Est-ce qu'il ne faut pas soit investir directement sur nos enfants qui vont grandir ici pour leur donner les meilleures conditions de vie et pas leur laisser dans des HLM, donc, et pas diviser trop son argent pour rester là, pour créer une vraie condition de vie pour ses enfants? Il faut-il soit prendre ces enfants-là qui ne connaissent pas la Guinée, qui n'ont pas connu la Guinée, donc leur changer la vie et les renvoyer en Guinée pour vivre toute la famille? Faut-il oublier cette famille qu'on a laissée en Guinée pour essayer de se concentrer sur ses enfants ici? Ok. Merci. Ouais, merci. Monsieur le ministre va répondre à ces trois questions-là avant de passer à l'autre. Je vais répondre à la question la plus simple. Est-ce que la diaspora participe aux décisions politiques ou pourquoi pas? Non, elle ne représente rien. Politiquement, elle ne vote pas, elle n'est pas homogène, elle est très très hétérogène. Même en France ici, tu ne verras pas la diaspora voter d'un bloc. Chacun va à rang dispersé. Il y a la diaspora américaine, il y a la diaspora européenne. Vous avez en France, vous avez en Espagne, vous avez en Italie. Donc, elle ne représente pas un bloc. Le jour où la diaspora va représenter un bloc, c'est en ce moment qu'elle pourra participer aux décisions politiques. Parce que nous tous, nous venons d'un village. Nous tous, nous venons d'une préfecture. Nous tous, nous avons des influences dans nos villages. La diaspora a une influence énorme, peut avoir un impact énorme sur ce qui se passe chez nous en Guinée. Énormément. Mais c'est quand elle constitue un bloc. Mais si on est pris individuellement, rien, on ne pourra jamais le faire. Donc, pour répondre à votre question, c'est que la diaspora doit constituer un bloc et comprendre que il n'y a pas une diaspora américaine, française, espagnole, c'est une diaspora, ou sénégalaise ou ivoirienne, c'est une diaspora. Se mettre ensemble, je ne parle pas des organisations que le ministère, le gouvernement a mis en place, c'est comme un conseil des Guinéens de l'étranger. Moi, je ne parle pas de ça. Moi, je parle d'une vraie diaspora, d'une vraie société civile qui va se mettre ensemble pour mettre la pression dans le pays. Tant que ça ne se fera pas, vous ne le verrez pas, ça ne se fera pas. Il faut voir dans les autres pays. Aujourd'hui, le Cap-Vert. Le Cap-Vert n'a rien. Absolument rien. Mais le Cap-Vert a un revenu par habitant supérieur à la Guinée. C'est quoi, 10 îles, 9 qui sont habitées. Une population, c'est la grande île Praia seulement qui est réellement habitée. Là-bas, c'est des petites îles. Mais cette diaspora cap-verdienne, elle a une puissance énorme. C'est elle qui soutient l'économie du Cap-Vert. Quand cette diaspora dit au Premier ministre, tu ne fais pas ça, il ne fait pas. Parce qu'il sait que le lendemain, il va sauter. Donc, il faut que cette diaspora s'organise. Et qui va l'organiser, je ne sais pas. Mais il faudrait qu'on y arrive si on veut vraiment que la diaspora puisse avoir un impact sur les décisions politiques dans notre pays. Tout ça qu'on a créé. Pourquoi tout ça qu'on a créé? C'est économique. C'est économique, c'est social. Vous allez trouver ici des ouvriers, des gens, je veux dire des ouvriers, par exemple, quelqu'un qui va apprendre à être électricien. Un très bon électricien ici gagne énormément. En tout cas, aux États-Unis, au Canada, quand tu as une panne à la maison, tu as peur de demander à un électricien de venir. J'avais une maison à Pittsburgh quand je vivais là-bas, en saison de pluie, en hiver. On a eu un hiver très, très glacial et l'eau s'est condensée à l'intérieur des pipes. Donc, ça ne venait pas. Je fais venir quelqu'un qui est venu, il a passé 15 minutes, il m'a facturé $350. Mon épouse dit, je ne veux plus d'une maison aux États-Unis. Hein? 30 minutes, il était là, de chez lui, chez moi, il rentre, il a touché ça. Donc, quand tu es un très bon électricien, un très bon peintre, je ne sais pas quoi d'autre, un plombier, tu ne peux pas aller vivre dans les villages parce que l'économie ne peut pas te soutenir, l'économie locale.
ne peut pas te soutenir. Et tu as des enfants, le plus souvent, les écoles ne sont pas bonnes dans les villages. J'y vais de temps en temps. Moi-même, j'ai construit des écoles dans des petits villages. Je sais que la qualité laisse à désirer, mais au moins je sais que les enfants vont être canalisés pendant toute la journée, vont apprendre à lire et à écrire, mais la qualité de l'enseignement est nulle. Ma fille, je ne sais pas, depuis quand je ne l'ai pas vue avec un crayon. C'est de l'ordinateur depuis très très longtemps. Quand j'étais à la Banque africaine de développement, on avait soutenu, en ce moment j'étais chargé de technologie de l'information, on était chargé de vulgariser tout ça sur le continent. Il y a un professeur d'université, MIT, qui avait sorti un ordinateur, un petit ordinateur de $100. Bon, c'est pas comme on le voit maintenant, mais ça te permet de faire certaines choses. Et j'ai été interpellé une fois à Addis Abeba par des ONG pour me dire que non, on ne devrait pas permettre. Pourquoi j'accepte? Je dis pour une simple raison. Je dis un ordinateur, un laptop, je l'achète pour mon fils, c'est $2000. Je peux l'acheter, je peux me le permettre. Il le casse demain, j'achète un après-demain. Mais mon petit neveu du village, son père a des difficultés même de lui trouver à manger. Comment est-ce qu'il peut avoir un ordinateur? Donc le minimum qu'il a là va lui permettre au moins d'être exposé aux technologies de l'information. Demain, on ne sait pas ce qui peut arriver. Peut-être que demain, je pourrais lui acheter un ordinateur. Donc, il y a cette question, quand on fonde un foyer, est-ce qu'il faut retourner au village, dans nos grandes villes, où la santé n'est pas ce qu'elle devrait être, contrairement à plusieurs de nos des pays limitrophes. Aujourd'hui, vous allez à la baie, vous avez quelqu'un malade, vous prenez le véhicule pour aller à Dakar. Mais vous pouvez être à Ziguinchor, au Sénégal, à 400 km, à même distance de la baie Conakry, mais vous avez quelqu'un malade, vous avez où l'amener. Vous avez où l'amener. Si on ne le traite pas là-bas, vous savez où l'amener à Dakar, dans un hôpital. Chez nous, quand on va toujours, vous connaissez les privés, on dit clinique privée en Guinée, c'est des mouroirs. Il n'y a aucune régulation, il n'y a aucun contrôle, les gens font ce qu'ils veulent. On te facture comme on le veut. On ne veut pas aller dans un... Même nos parents guinéens qui vont à l'extérieur veulent aller dans les cliniques parce qu'on estime que les cliniques sont meilleures. Et moi, tous ceux qui veulent aller au Sénégal, quand ils me demandent le nom d'une clinique, je leur donne le nom d'un hôpital. Allez dans les hôpitaux, c'est eux qui ont les équipements, c'est là-bas il y a les professeurs. Ce n'est pas dans les cliniques qu'ils veulent gagner de l'argent. Je connais une clinique en particulier à Dakar. Quand quelqu'un a des maux de tête, c'est là-bas on l'amène. Quand quelqu'un a des maux de ventre, c'est là-bas on l'amène. Quand il est fracturé, c'est là-bas. Quand il fait un AVC, c'est là-bas on l'amène. Elle est spécialisée à tout et pour tout. Voilà. Donc,